Il fait l'acteur, il est venu ici faire des sketchs. Demain, il fait de la danse et demain, il sera dans une salle à Lyon qui s'appelle la salle des 3000. Savez-vous pourquoi elle s'appelle la salle des 3000? Parce qu'il y a 3000 places, messieurs dames. Oui, parce qu'à Lyon, on bosse. Quand on donne des noms à des salles, on dit il y a 3000 places, on va appeler ça la salle des 3000. C'est très pédagogique. Donc demain, il est dans une salle de 3000 places. Ici, il est dans... ici, quoi. Il vient quand même nous voir. Voilà. Et il va nous faire encore quelque chose de nouveau. Messieurs, dames, Mathieu Pachina. Bonsoir. Ouais. Ça va? Ouais. Il n'y en a pas un qui me demande si moi, ça va. Merci, les gars. Très sympa. Non, en même temps, il vaut mieux ça que de demander et de ne pas écouter la réponse comme on le fait tous à peu près quand on se croise dans la rue, genre salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Sauf que le mec, il est déjà à 10 mètres derrière, avec son casque sur l'oreille, il en a rien à foutre de votre réponse. Du coup, maintenant que je connais ce petit travers de l'humanité, quand je croise quelqu'un qui me dit ouais, ça va, je fais non, ça va pas du tout en ce moment, putain, c'est horrible, j'en ai marre. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture et en plus, j'ai perdu mon job et je sais pas quoi, ma copine m'a largué. Et le mec en face, il se liquéfie. Alors il essaie de partir. Et moi je le chope contre un mur. Je dis non, parce qu'en plus j'en rajoute des caisses et des caisses et des caisses. Et j'adore ça. Ou alors, je le fais dans l'autre sens. Ça c'est encore mieux parce que c'est encore plus fin. C'est genre, salut, ça va? Ouais, super, j'ai gagné au loto. Et là le mec il est derrière. Ça va, sinon en ce moment, on va boire un coup, etc. Enfin bon bref, je ne suis pas venu pour vous parler de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc bon, alors comme on vous a introduit ma personne, enfin, on s'est compris. Je ne dévoilerai rien. Donc voilà, bah moi c'est... Mathieu. Merci. Voilà, tu viens de me foirer ma meilleure vanne de mon sketch. Merci. Donc, moi c'est Mathieu Pachina et je fais plein de trucs dans ma vie. Et je discutais récemment, une de mes nombreuses activités, avec... je discute avec des gens. Je ne sais pas si vous le faites tous. Je vous encourage, de manière amateur ou professionnelle, hein, si ça vous plaît. Bref, je disais donc que je discutais récemment avec Robin Recourt, qui vient régulièrement ici pour nous raconter des histoires. Voilà, ça c'est un peu l'effet Robin Recourt. C'est que Robin Recourt, il ramasse. C'est pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'il ramasse, mais il ramasse. Et donc, je étais comme ça, je disais, mais Robin, franchement, de toi à moi, le conte, ça ramasse. Il m'a regardé avec une petite lueur dans les yeux, un petit sourire en coin, et il m'a fait... C'est possible, ouais. Un peu plus tard, j'ai discuté, quelques jours plus tard, avec Benoît Ramos, qui est aussi un habitué d'ici, et qui fait aussi du conte. Alors je lui ai dit, Benoît, dis donc, le conte, ça ramasse? Il dit, oh, non mais je lui ai dit, on s'en fout. Mais, on peut pas tout faire. Mais pour des gens normaux comme Robin Recourt, ça ramasse le conte? À la simple évocation du nom de Robin Recourt, une petite lueur dans l'œil, un petit sourire en coin. C'est pas faux. Je suis rentré chez moi, j'étais un peu assailli de questions, mais je me disais, mais comment c'est possible? Et puis qu'est-ce qu'il ramasse? Les feuilles mortes à la belle, c'est des chansons, des souvenirs qui reviennent, hein, ça c'est quand on se parle tout seul dans sa tête. Et puis il y a une petite voix qui est venue toquer, qui a dit, dis donc Mathieu, tu voudrais pas essayer de faire du conte? J'ai eu une petite lumière dans l'œil, un petit sourire en coin, j'ai regardé cette petite voix, j'ai dit, pas possible. J'ai donc décidé, ce soir, de vous raconter une petite histoire. Alors vous le savez peut-être, dans la tradition du conte, il y a un côté un peu interactif. Alors interactif, ça veut pas dire que vous êtes là et ou que vous dites non, je veux une autre histoire, ou non, c'est pas ça. C'est juste que quand on fonctionne avec des gimmicks, par exemple, je dis cric, vous dites crack, ou dans l'inverse, hein, ça marche aussi, je dis crack, vous dites cric. Et après on essaye à chaque fois de le faire en rapport aussi avec l'histoire. Alors Benoît fait souvent ouais, voilà, c'est toujours... c'est bon que moi c'est mon premier, alors j'ai décidé... J'ai donc décidé qu'à chaque fois que je dirai carotte, vous direz melon, d'accord? Carotte, melon.
Voilà, ici vous en avez marre de l'histoire, et je dis carotte, et puis ça fait... Et là, je m'en vais. Carotte? Super. C'est vrai qu'il y a un côté jouissif. Bon, bref. Donc, mon histoire, c'est l'histoire une histoire qui s'est passée dans un pays pas si lointain que cela. Un pays entièrement peuplé de lapins. Donc, dans ce pays, il n'y a que des lapins. Et parmi tous ces lapins, il y en a un qui s'appelle Henri. Qu'on appelle plus communément Henri le lapin. Parce que cette histoire s'appelle Henri le lapin. Et Henri le lapin, il a une petite particularité, enfin une grosse je dirais une grosse paire de particularités. Vous comprendrez plus tard. Carotte? Non. Donc, Henri, il a une petite particularité, une grosse particularité, pas une grosse paire de particularités, disais-je donc, et qui fait qu'il est un peu sujet aux moqueries, parce qu'il est un peu différent de tous les lapins. Son problème à Henri, c'est qu'il a une énorme paire de couilles. Quand je vous dis énorme, elle est monstrueuse. C'est un peu grosse comme deux melons. Pas mal. Vous commencez à comprendre le principe de l'histoire. Mais vous voyez la taille d'un lapin. Vous voyez la taille d'un melon. C'est un petit peu comme si, moi, je passais mon temps comme ça, avec des trucs gros comme des roues de tracteur. Donc forcément, ça limite les mouvements. Le pauvre Henri le lapin aux grosses couilles, le titre complet de l'histoire. Le pauvre, il ne peut rien faire, jamais rien. C'est-à-dire qu'il traîne ses couilles dans un caddie pour aller faire ses courses. Il est obligé de prendre un deuxième caddie pour ses courses. Par exemple, sa voiture, il n'en a pas. Il se balade avec une brouette, il a fait équiper avec un petit vélo et puis un petit moteur pour faciliter. Donc c'est très compliqué pour lui. Et le pays des lapins, c'est pas comme en France, il n'y a pas des places handicapées, il n'y a pas des aménagements partout, donc le pays des lapins, c'est un peu galère pour les gens avec des grosses couilles. Enfin pour les lapins avec des grosses couilles. Parce que les gens avec des grosses couilles, ça n'existe pas. Sauf si vous avez une MST, mais ça n'est pas le problème. Ce n'est pas tout à fait le propos de mon histoire. Donc Henri, le lapin, il est comme ça, et toute l'année, tous les jours de l'année, on se moque de lui, on le pointe du doigt, et on dit « Toi là-bas !» Non, ils sont pas deux, ils sont 15, c'est qu'il a des grosses couilles. Oh, c'est terrible. Non. Et tout le monde se moque de lui. Alors il en a marre. Et il y a un jour dans l'année qu'il déteste, parmi tous les 365 jours de l'année. Ce jour-là, c'est le jour de la grande fête du pays des lapins. Parce que le jour de la grande fête du pays des lapins, tous les lapins, ils sont sur le dance floor. Et on commence à emballer de la lapine, et on commence à latter, c'est sympa. Sauf que Henri, lui, il ne peut pas danser parce qu'il est bloqué. Il a bien essayé de faire. Mais ça s'est très vite épuisé. Alors, chaque année, pour cette grande fête du pays des lapins, il reste chez lui, devant la télévision, à regarder les clips de Britney Spears, avec un plateau carotte posé sur ses... Merci. Un plateau donc posé sur ses énormes testicules. Et il grignote, la larme à l'œil, et pas de sourire en coin. Son repas de carottes. Non. Bien vu. Par contre, il y a un jour dans toute l'année qu'il apprécie plus que tous les autres. Et ce jour-là, c'est pile poil le lendemain de la grande fête. Parce que le lendemain de la grande fête, il y a une sorte de compétition sportive qui consiste à mettre tous les lapins mâles dans un sac et à courir. Une sorte de course en sac, tout simplement. Et lui a un avantage notoire sur tous les autres. C'est qu'il rebondit carrément. Parce qu'il a peut-être des grosses couilles, mais que les grosses couilles, ça rebondit hyper bien. Le matin, il est donc sur la ligne de départ, avec tous les autres concurrents, qui sont très nombreux cette année. Plus de 150. Il a le dossard numéro 44. Il est sur la ligne. Il regarde ses adversaires. Tout le monde le regarde d'un œil noir. Lui, il a
l'œil un petit peu. Un petit sourire en coin. On ne lui dit rien, mais il dit, c'est pas faux. On ne sait pas pourquoi les autres lapins ne comprennent pas, mais on s'en fout, c'est pas le propos. Il est donc là, devant la ligne, avec tous les autres concurrents remontés. Parce que les autres, chaque année, ils sont à voir, et chaque année, ils essaient de lutter. Et chaque année, ils essaient de le battre, et chaque année, ils disent, l'année prochaine, je le battrai. Et chaque année, ils se font avoir. Et cette année-là, ils sont tous alignés, entraînés, au taquet. Le starter a le pistolet pour donner le départ. Le parcours n'est pas très long, il est un peu périlleux. Il faut faire 3 tours. Et c'est parti. Et tous les lapins commencent à sauter. Alors bon, forcément, le peloton commence à se diviser un peu, à s'étaler un petit peu. On commence le chemin, et puis hop, la route qui monte, et puis hop, la colline, et puis ça redescend de côté, et puis on passe tout autour du lac, et ça rebondit assez rapidement. Au niveau de la moitié du premier tour, se détache un premier groupe d'une dizaine de lapins. Parmi ces 10 lapins, il y a évidemment évidemment. Et ils rebondissent tous les 10. Avec une allure assez vive, ils sont partis sur une base qu'on peut qualifier de relativement élevée pour cette année. Les commentateurs sont émerveillés de voir autant de concurrents qui partent aussi vite, se disent « Ouh, le record va peut-être tomber, ouh là 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 !» et en essayant de sauver le minimum de suspense, parce que le vrai suspense c'est qui arrivera deuxième, évidemment, parce qu'Henri, on sait qui va gagner. Et donc ils sont là tous les 10, et ils sautent, et ils sautent. Et Henri, cette année, il est un peu revanchard, parce qu'il en a bien chié cette année. Alors Henri, il décide tout simplement d'accélérer. Et hop, à la moitié du premier tour, il accélère. Tant et si bien que quand ils ont bouclé la première boucle, ils ne sont plus qu'environ 7 ou 8. Ils ont 7 et puis il y a le 8e qui est un peu plus loin, si vous voulez tout savoir. Et ils sont là comme ça, et Henri il regarde et dit tiens, cette année ils sont bien entraînés, ok c'est pas mal, j'accélère. Et il accélère encore un peu. Et à la moitié de la course, c'est-à-dire à... Bravo. Vous aussi vous avez fait un bac. Moi aussi. J'ai eu 15. Mais j'en ai pas le problème. Donc, il continue à attaquer, et au bout d'un tour et demi, il se dit, oh là là, on est à encore 4, je vais accélérer. Et donc il accélère. Il arrive à la fin du deuxième tour, je suis désolé pour tous les postillons, mais comme ça fait que les endroits qui viennent du lac. Et donc ils accélèrent, et ils ne sont plus que le numéro 44, Henri, et puis le numéro 122. Qui continue à s'accrocher. Il dit, putain, numéro 122, quand même, dis donc, alors il accélère. Et il saute, toujours plus loin, toujours plus haut, et toujours plus vite. Et boing, et boing, et boing, et boing. Et à côté du numéro 122, boing, et boing, et boing. Avec un petit truc dans l'œil quand même, et un début de rectus. Boing, et l'autre à côté, boing. Et Henri dit, je vais la voir. Avant la moitié du dernier tour, je l'aurai. Et il accélère, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrémité. Et Henri entend le boing-bang du concurrent numéro 122 qui s'accroche au basque de Henri. Et c'est un suspense absolument incontrôlable à l'entrée du dernier virage. C'est formidable. Mon Dieu, un concurrent qui tient tête à Henri à ce point. Mais comment ça va se passer? Qui donc va gagner? Ce sont les commentateurs à la fin. De tomber en apoplexie. Le dernier virage, il est très long, c'est à peu près la moitié du dernier tour. Il accélère encore un peu. Et là, Henri, il accélère, il donne toutes ses forces, il dit pas mal quand même, mec. Je vais là parce que c'est mon honneur qui est là. Je ne peux pas me le savoir. Et il arrive. Et boing. Et boing. Et à côté, boing. Et boing. Et plouf. Henri s'arrête net. Il voit le concurrent numéro 122, qui, emporté par la vitesse, et par les roues, a mal calculé sa trajectoire et est tombé directement dans le lac. Il voit que le choc a été rude et que le numéro 122 est complètement inconscient, qu'il flotte à moitié en faisant calcul. Alors Henri s'arrête net, tout ça se passe très vite, un quart de seconde, mais dans sa tête c'est le chaos. Que doit-il faire? Gagner la course? Ou aller sauver le concurrent? Gagner la course? Ou le concurrent? Gagner la course, revenir et sauver le concurrent?
tu n'as pas le temps. Il prend son sac, et d'un seul bond, il arrive juste sur la plage. Il enlève son sac, il plonge, et il nage. Il nage, il nage, il nage. Il arrive, il attrape le concurrent numéro 122, l'installe délicatement sur son énorme paire de testicules, qui flotte, part dans un superbe relais. Je ne m'en lasse pas. Il arrive sur le bord de la plage. Il éteint le concurrent numéro 122, dont il enlève le sac qui était toujours resté attaché à lui. Et là, il se rend compte de deux choses. La première des deux choses, c'est que si le concurrent numéro 122 était aussi rapide et était capable de lui tenir à distance, ça n'est pas du tout parce qu'il avait une énorme période. C'est parce que il avait été amputé d'une partie des jambes et qu'il rebondissait sur ses moignons. Et que ces moignons lui permettaient de rebondir beaucoup plus vite que tout à l'heure. Parce qu'il y avait une élasticité. C'est prouvé scientifiquement. Et la seconde chose qu'il a remarqué, c'est que si le concurrent numéro 122 n'avait pas une énorme paire de couilles, c'est aussi parce que c'était une candidate. Elle est peut-être morte. C'est un peu dégueulasse. Donc il regarde ce concurrent allongé, évanoui. Le soleil se couche, éclaire quelques nuages. Une lumière jaune orangée, rose. Un vol d'oiseaux. Des oiseaux, parce qu'au pays des lapins on dit des oiseaux. Un oiseau, pardon. Viennent comment dire, romantiser encore un peu plus l'atmosphère. Et la concurrente ouvre les yeux, Henri la regarde, et à cet instant précis est née la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les histoires d'amour qu'il a eues au pays des lapins. Alors ils se sont mariés, et ils ont eu beaucoup, mais alors beaucoup d'enfants. Je suis actuellement en tournée un peu partout en France et à l'étranger. Je joue à Londres en novembre. Si jamais vous passez par là, c'était juste pour dire que je joue à Londres. Donc voilà, non, sinon je viens à Montpellier ici avec ce spectacle formidable qui m'emmène un peu partout dans le monde. On vient à Montpellier en mars 2013, de cette année quand même. Du 12 au 15 mars, je vous le redirai sûrement, je reviendrai de temps en temps. Le spectacle s'appelle Panorama, il est dirigé par Philippe de Coufflet. Pour les gens qui connaissent. Et sinon, la compagnie Auguste Singe que je dirige avec d'autres gens, on va faire aussi des soirées un peu tous les mois. C'est pas encore trop défini ni quoi, ni où, ni quand. Mais tenez-vous par un moyen quelconque. Et vous serez peut-être. Parce qu'on n'a pas trop choisi nos supports des com encore. Mais c'est relativement flou comme projet, mais on bosse dur, les gars. On est chaud. Bon, ouais, super. Voilà. Bon, la prochaine fois Ouais, bah, après. Merci. Merci.